Allez, on vous reparle quasiment tous les jours du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a cette barrière, ce cap des 40 000 $ qui a été franchi il y a cela quelques heures. 40 000 $. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Alors, première fois de son histoire que la crypto passe ce seuil. La valeur, encore une fois, de la reine des crypto-monnaies a doublé en l'espace, même pas d'un mois, hein, c'est moins que ça, c'est quasiment 15 jours, 3 semaines. Jour après jour, j'ai envie de dire, le Bitcoin enfonce de nouveaux records. Et là, on se dit, sky is the limit. Oui, toujours. C'est d'ailleurs souvent le principe des euphories, des bulles. C'est qu'on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Puis le jour où ça s'arrête, évidemment. Ça peut être dramatique. Alors, mais rien ne nous dit que ça s'arrêtera demain ou dans un an ou dans 10 ans. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Ce qu'on sait, c'est que... Et puis on est agnostique quand on dit ça, encore une fois. On sait que c'est un sujet qui est très clivant. Il y a les pour, il y a les contre. Nous, on n'est ni pour ni contre. On essaie de comprendre. Non, absolument. Oui. Non, il ne s'agit pas. Là, il s'agit pas d'avoir un jugement moral ou philosophique sur le Bitcoin. Bitcoin qui est quand même un objet particulier, puisque c'est effectivement une monnaie qui n'appartient à aucun État et qui n'a pas de régulation, en tout cas centralisée, puisque sa gestion est répartie. Et en plus, elle a l'intérêt de reposer sur une technologie extrêmement fiable qui s'appelle la blockchain et qui permet de fiabiliser les transactions, peut-être comme on ne sait pas le faire dans d'autres systèmes. Donc il y a ce fondement-là qui est important. Et puis après, il y a ce qui se passe autour, c'est-à-dire les transactions et évidemment la spéculation qui est extrêmement puissante. Et ça s'emballe depuis Noël. Moi, c'est ça, je m'interroge. Pourquoi ça s'emballe comme ça depuis Noël? Certains disent que c'est de plus en plus facile pour le commun des mortels d'aller traiter du Bitcoin, d'ouvrir un compte. Il y a de plus en plus de supports, de produits dérivés, des options, des contrats futurs ou autres, et de plus en plus d'institutionnels, des grands acteurs qui vont dessus. C'est tout ça réuni, qu'on comprenne pourquoi l'emballement, pourquoi doubler en 15 jours, pardon, mais c'est hallucinant, quoi. Alors, il y a deux éléments. Il y a un élément de fond, et puis après, il y a un élément de forme. Alors, l'élément de fond, c'est que le Bitcoin, depuis 2020 et depuis notamment le troisième trimestre 2020, ça valait 3 000 $ au plus bas en 2020, ça valait 3 000 $. Voilà. Il y avait eu un pic en 2017, ça s'était effondré, et puis c'est reparti en 2020. Et puis, il y a eu au troisième trimestre un certain nombre d'éléments qui ont donné une forme de notabilité au Bitcoin. Il y a eu d'abord le fait qu'un certain nombre d'investisseurs institutionnels ont commencé à s'y intéresser. Et pas des moindres. Voilà, à s'y intéresser, effectivement. Fidelity, BlackRock. Il y a des hedge funds qui, de plus en plus, se sont jetés là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. On a appris hier que Elon Musk était devenu la personne la plus riche du monde. Oui. Elle est devenue la personne la plus riche du monde. Quoi le rapport avec la choucroute, grâce à ses investissements, au fait qu'il possède des actions Tesla et SpaceX, évidemment, mais surtout grâce à l'engouement des investisseurs pour son titre. Et pourquoi cet engouement? C'est qu'il y a tellement d'argent qui se déverse sur les marchés que les gens vont de plus en plus vers des actifs de plus en plus risqués, sur lesquels potentiellement le rendement sera de plus en plus fort, alors que sur les actifs les plus sûrs, il y a zéro rendement. Donc tout ce qui est dette souveraine, etc., obligations. Et donc ça se reporte là-dessus. Et cet argent, il va sur Tesla, mais aussi sur le Bitcoin. D'ailleurs, souvent, c'est un petit peu les mêmes, notamment les investisseurs particuliers qui aiment prendre des paris, qui aiment utiliser la bourse comme une forme de casino et qui vont investir. Ils ont eu le temps pendant les confinements successifs dans des actions de technologie de type Tesla ou aussi dans du Bitcoin. Donc ça, c'est la partie un peu de fond. Il y a beaucoup d'argent et en face, il commence à y avoir un certain nombre d'investisseurs. On n'a pas parlé de PayPal, mais ça a été un petit peu le début de l'euphorie. PayPal, qui est le système de paiement international, a dit on accepte les bitcoins. Donc ça a notabilisé et donné une forme de respectabilité et de confiance qui fait qu'il y a des investisseurs institutionnels qui sont mis dessus. Et puis il y a à côté de ça,
un élément de forme absolument capital qui explique ces variations, c'est le fait que c'est une monnaie qui est très peu liquide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, parce qu'il y a beaucoup de petits échanges. Hein. Vous savez que le Bitcoin, il vaut aujourd'hui 40 000 $, mais comme c'est une somme beaucoup trop importante, il est divisé en fractions. Alors la plus petite fraction, ça s'appelle le Satoshi. Il faut 100 millions de Satoshi pour avoir un Bitcoin. Donc on peut comme ça faire beaucoup de transactions avec des microtransactions. Mais c'est pas ça, évidemment, qui fait bouger le cours de la monnaie. Ce qui fait bouger le cours de la monnaie, c'est des gros mouvements. Or, il y a relativement peu d'investisseurs qui possèdent des grosses quantités de Bitcoin. On a des chiffres là-dessus? Alors, on appelle ça les baleines. Hein. Et une baleine, c'est en général celui qui a au moins 1000 Bitcoins. Ah, oui. Alors, on sait qu'il y a sur... ça, c'est un site spécialisé qui avait sorti ça il n'y a pas très très longtemps, qui disait qu'il y a environ 2,8% des possesseurs de portefeuilles Bitcoin qui représentent 95% des transactions. D'accord ? Donc il y a quelques milliers... Ce sont les baleines. Ce sont les fameuses baleines. Ouais. Donc il y a quelques milliers de baleines... Qui font le marché. Qui font le marché. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on a un marché qui est très peu liquide, ça veut dire qu'il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui vendent ou qui achètent pour que ça change le cours de façon considérable. Alors, un exemple... Ça veut dire que c'est manipulé? Non, ce n'est pas manipulé, ça veut dire simplement qu'il y a très peu d'acteurs. Ouais. Il y a, hier, dans le Financial Times, il rapportait l'observation, enfin le calcul d'un observateur là, sur Twitter qui a détaillé les transactions qu'il y avait eu samedi dernier quand il y avait eu une rechute du Bitcoin. Et il a calculé qu'il a suffi de 150 acteurs pour faire baisser le cours du Bitcoin de 10%. De 3 000 $. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, de 3 500 $. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement sensible. Et pourquoi c'est sensible? Parce que quand il y a des gens, là, tout le monde achète, donc ça fonctionne, ça fait la boule de neige. S'il y en a qui décident de vendre, notamment si certaines de ces baleines décident, par exemple, de prendre leurs bénéfices, de vendre, il n'y a personne derrière pour racheter. Comme il n'y a personne derrière, le cours va s'effondrer. D'où cette forte volatilité, ces montagnes russes qui est liée, qui est la conséquence de cette faible liquidité. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de course de vitesse, c'est-à-dire que le Bitcoin n'est pas assez liquide et donc extrêmement volatile et donc n'est pas pris au sérieux. Et la respectabilité du Bitcoin, pour qu'on le prenne au sérieux, et faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'investisseurs institutionnels pour contrebalancer ça et être des acheteurs. Et il y en a de plus en plus. Et il y en a, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. On a encore Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, qui était à votre place il y a 48 heures, qui disait que ça ne représente rien, le Bitcoin, si ce n'est sa rareté. C'est de la pure spéculation. Et en même temps, on se dit que le Bitcoin défie tous les sceptiques, qui sont nombreux. Oui. Et il y a cette tendance haussière, pour des raisons qu'on a expliquées, qui semble irrésistible. Oui, tout à fait. En tout cas, à court terme. Et d'autant qu'on l'a dit, Fidelity s'y met, BlackRock s'y met. Enfin, ce sont des gens sérieux, ça. Mais c'est un objet bizarre, quoi, comme on n'en connaît pas. Est-ce que c'est un actif ou est-ce que c'est une monnaie? On nous a vendu ça comme une monnaie. Pour moi, c'est plus un actif qu'une monnaie. Et maintenant, évidemment, on vend ça comme un actif. Parce que une monnaie, c'est quoi? Une monnaie, c'est la représentation de la puissance d'un État souverain. On achète une monnaie parce qu'on a confiance dans l'État qui l'émet. Ouais. Là, il n'y a pas d'État derrière, donc il n'y a pas de confiance. La seule confiance qu'on a dans le Bitcoin, c'est que d'autres gens en achètent aussi. Donc c'est la confiance sur la confiance, quoi. Donc voilà, c'est quand même un peu étrange. D'un autre côté, c'est un actif, mais c'est un actif virtuel. L'or, qui est l'actif auquel on le compare le plus. Oui. À tort ou à raison, d'ailleurs. À tort en termes de quantité, parce que l'or, c'est évidemment 10 fois plus de transactions, mais à réalité dans le sens où l'idée, en tout cas l'idée des gens qui vont investir dans le Bitcoin, c'est un actif pour se protéger contre les aléas, l'inflation, et donc qui aurait la même vertu que l'or. Alors il y a un gérant de hedge fund assez connu qui s'appelle Anthony Scaramucci, qui a même été directeur de communication de Donald Trump à ses débuts à la Maison-Blanche, et qui a fondé un assez gros hedge fund, et il disait, lui,
le Bitcoin, c'est un meilleur actif que l'or. Et alors, il explique que c'est un stockage virtuel de valeur. C'est-à-dire que c'est facile à stocker, puisque c'est dans le réseau. C'est facile à transporter, puisqu'on peut y accéder de n'importe où. C'est très difficile à voler. C'est très difficile de se faire voler des bitcoins. Et donc, c'est une manière de stocker de la valeur de façon fiable. Le seul problème, c'est effectivement, on stocke de la valeur de façon fiable, mais on n'en connaît pas la valeur en fait de ce stockage, puisqu'elle varie. Ouais, sauf que la valeur, on a comme JP Morgan. Pardon, JP Morgan, c'est pas des bleus. Faut dire, c'est une grande banque américaine qui nous dit, mais ça peut valoir potentiellement 146 000 $ si le Bitcoin se met à rivaliser l'or. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un simple calcul en disant, voilà, si on le met en face de l'or en termes de capitalisation. En termes de capitalisation, eh bien, effectivement, on pourrait arriver à de telles valeurs. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de capitalisation. Par exemple, ce n'est pas comme une action. Une action, c'est un actif. Le Bitcoin, on parle de la capitalisation du Bitcoin qui atteint aujourd'hui 6 à 700 milliards. Oh, 6 à 700 milliards de dollars. Et l'ensemble des crypto-monnaies, ça représente plus de 1000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que si on achetait tous les bitcoins en circulation, on aurait virtuellement cet argent-là. Mais on ne l'aurait plus, puisque la valeur, évidemment, se serait effondrée. Et ça n'a pas beaucoup de sens, enfin, ça a peu de sens, effectivement, de calculer la valeur d'un actif comme celui-là comme la somme de toutes les valeurs détenues. Ce n'est pas la même chose que Tesla, par exemple. Tesla vaut 700 milliards aujourd'hui, mais on sait que Tesla vend des voitures. Si j'ai toutes les actions Tesla, je suis propriétaire. Je suis propriétaire de l'ensemble de cet objet. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Deux questions, et il nous reste peu de temps, Philippe, mais les fans du Bitcoin, quand on les écoute, ils voient dans la crypto, et je pense que ça peut s'entendre comme argument, comme étant une bonne assurance contre la fuite en avant des banques centrales qui émettent des tonnes d'argent. Voilà. Est-ce que ça tient la route pour vous, ça? On peut imaginer que ce soit effectivement, comme pour l'or, une protection contre les temps difficiles et surtout une protection déconnectée de la politique, donc déconnectée de la santé. Donc c'est un argument qu'on peut entendre des différents pays. Alors, on peut entendre cet argument de ce côté-là. Après, la faible liquidité, en tout cas en volume, de cet actif en fait quand même un actif qui est extrêmement risqué, c'est-à-dire qu'il peut aussi perdre toute sa valeur. Donc on stocke de la valeur, mais ensuite elle diminue de façon considérable, ce qui est moins le cas pour l'or, évidemment. Il y a ce problème de la volatilité. Jusqu'où peut monter le Bitcoin? Évidemment, vous n'avez pas la réponse. Non. Mais on se dit que ça peut continuer, quoi. Ouais, enfin, on pense quand même qu'il va y avoir... comme on disait à l'instant, le cours est tellement dépendant de peu de transactions qu'il en suffirait de quelques-unes pour amorcer une inversion de tendance. Ouais. Bon, on n'y est pas encore, peut-être qu'on s'en approche, on verra ça dans les prochains jours. Explication prévue signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci. Et bonne année, bien sûr. Et bonne année.